Bonjour à tous et merci à vous. Donc effectivement, c'est une table ronde sur la finance. La finance, c'est un secteur qui n'a pas forcément très bonne réputation, qui est vu comme étant très court-termiste et très axé sur un rendement à court terme, ce qui est en vrai en partie. C'est aussi un outil très important et c'est un levier pour transformer l'économie. On le voit sur le petit sondage WooClap que vous avez commencé à remplir, où on vous demandez quels sont les leviers qui permettraient aux acteurs financiers de contribuer à un modèle économique bas carbone. Et visiblement, en grande majorité, vous avez dit en finançant l'économie verte ou bleue massivement, au détriment de l'économie court-termiste, ou en instaurant et en appliquant systématiquement des normes et extra-financières. C'est deux très bonnes. Enfin, je pense que toutes les réponses étaient bonnes, mais ces deux-là le sont aussi particulièrement. On va voir avec nos quatre intervenants qui sont là, que je vais vous présenter tout de suite, comment la finance se transforme, comment la finance essaye de transformer, de contribuer à sécuriser l'avenir, donc tel que la table ronde est formulée. Il y a quelques cadres généraux, il y a plusieurs cadres généraux qui se sont mis en place pour faire ça. On peut citer notamment l'accord de Paris en 2015, qui est issu de la COP21, qui citait expressément la finance, je crois que c'était dans les dernières minutes de la négociation, qui citait la finance, qui devait réorienter ces flux vers l'économie verte, vers l'économie bas carbone, ou en tout cas faire en sorte que l'économie puisse atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Aller être bien en dessous de 2 degrés de réchauffement climatique en 2100. Il y a d'autres cas, dans l'accord de Kunming, Montréal, qui est beaucoup plus récent sur la biodiversité, qui date de décembre 2022. On peut citer les ODD aussi, les objectifs de développement durable, qui concernent eux toute l'économie, dont la finance. 17 objectifs pour rendre l'économie à la fois bas carbone, mais aussi plus inclusive, et j'en passe, puisqu'il y en a 17. Et on va voir donc avec nos quatre invités. Je vais vous les présenter dans l'ordre de la table ronde. D'abord, Odile Ezerzer, qui est directrice de la finance épargne et directrice générale, directrice de la finance épargne chez Massif, l'assureur Massif, et directrice générale de Mutavis, donc l'assurance vie. Stintje van Veldhoven, qui est vice-présidente et directrice générale pour l'Europe du World Resources Institute et ancienne ministre de l'Environnement des Pays-Bas. À côté, Philippe Jachan, qui est directeur de la stratégie prospective et relations institutionnelles de l'Agence française de développement, donc qui est l'agence qui aide à financer le développement des pays qui en ont besoin. Et juste à côté de moi, Clément Peyrols, qui est donc responsable de la conception des scénarios climatiques dans le Network for Greening the Financial System, le NGFS, on connaît mieux son acronyme, et qui représente donc la Banque de France aussi. Ce réseau regroupe les principales banques centrales mondiales, plus des instances de supervision. Vous me direz si je me suis trompé. On peut commencer tout de suite la table ronde avec un premier thème. On va voir si ces acteurs financiers, et notamment les plus engagés, sont vraiment en ordre de marche finalement pour transformer le modèle de l'économie, ou s'ils sont encore accrochés au business as usual, comme on dit, donc à l'économie telle qu'elle a toujours été. Je commence avec vous, Stintje, peut-être. Est-ce que vous pouvez me dire, vous, justement, ce que vous en pensez, décrire déjà un tout petit peu l'action du WRI, et dire ce que vous pensez, vous, de cette phase d'avancement. Où en sont les acteurs financiers aujourd'hui? Vous pensez l'atteinte des ODD, qui sont des objectifs fixés à 2030, est en bonne voie ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, merci beaucoup, merci, et c'est un grand plaisir d'être ici. D'abord, peut-être deux mots en fait sur WRI. C'est un ONG international dans le domaine de la développement durable. On travaille dans 12 pays qu'on croit sont cruciaux pour pivoter le monde dans le bon ou le mauvais sens. Donc on est en Chine, Inde, Indonésie, en Afrique comme une région, en Europe comme région. On est en Brésil, Colombie, Mexique et les États-Unis. Et on travaille sur 3 systèmes qui sont basés liés à des besoins humains, puisque ça ne changera jamais. Donc, on n'a que la possibilité de leur donner une solution durable, sinon on va aller dans le mauvais sens. Donc, ça c'est la nourriture et l'eau, l'énergie, le transport, les maisons. Mais on voit aussi qu'il y a 3 systèmes qui amplifient ou annulent, en fait, les efforts qu'on fait. Et ça, c'est le financement, l'économie et la gouvernance. Donc, et moi, je suis responsable pour nos activités en Europe et je suis basée à La Haye. Et donc, maintenant, pour votre question, est-ce qu'on s'approche? La réponse franche est non.
Et je me demande qui est-ce qui n'est pas en accord, qu'on ne s'approche pas. Pas beaucoup de monde. Personne. Non. Donc, on a encore beaucoup à faire. On est vraiment en retard. Et je pense que aussi, on n'est pas encore assez intelligent dans notre collaboration et qu'on n'a pas en volume suffisamment de fonds. Donc, je pense qu'on est en retard. Il reste beaucoup à faire en temps de qualité et de quantité. Et le défi est tellement grand qu'on n'atteindra pas non plus avec juste un peu de fonds à gauche ou à droite. Il faut vraiment changer la manière dont on finance pour délivrer les moyens nécessaires. Puisqu'on doit vraiment, c'est pour ça aussi que j'ai mentionné donc, que la finance pour VRI est un des domaines tellement importants, puisqu'on doit éviter que la partie non durable de nos finances, en fait, annule l'effet qu'on essaye de faire, nous tous, avec les investissements dans le domaine durable. D'un autre côté, c'est possible. Et pour vous donner quelques chiffres, la transition économique verte coûtera 5 000 milliards. C'est un grand nombre. Mais cela signifie qu'1% du PIB mondial. Donc on doit être en mesure, tous ensemble, de mettre ça sur table. Et si l'argent fait tourner le monde, il faut bien qu'on essaye de la diriger du côté vert. Donc, est-ce qu'on s'approche? Non, puisque les 100 milliards par an sur la mitigation, on a des années de retard. La promesse de doubler le financement d'adaptation, on est loin de ce but. Et la question des pertes et dommages, un très grand succès, je dirais, qu'on a pu faire ce pas à Sharm el-Sheikh, mais il reste encore tellement à développer dans ce sens. Aussi, dans la qualité, la part des finances publiques en 2020, c'était surtout des prêts. Et c'est difficile pour des pays en développement qui sont déjà très endettés, qui ont aussi subi les conséquences du Covid, qui ont subi les pressions aussi de l'inflation. Donc la situation là-bas ne s'améliore pas, ça devient de plus en plus difficile. Je pense qu'on doit voir comment on peut être plus intelligent dans la collaboration, donc ce partenariat entre le secteur public, le secteur privé, les philanthropies, et non pas seul dans le Nord, mais aussi vraiment comment est-ce qu'on fait le lien avec les institutions dans les pays mêmes, avec le gouvernement dans ce pays même, puisque si toutes les mesures sont cohérentes, on a beaucoup plus de chances de faire donc une différence sur l'échelle et sur la vitesse, avec la vitesse dont on a besoin. Donc, la réponse est non, on n'est pas encore là où on doit être, on ne s'approche pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Soyons innovatifs et entrepreneurs, et je suis ravie d'entendre aussi les autres collègues dans ce panel. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a déjà des choses qui sont faites, malgré tout, que vous observez, qui avancent, qui montrent que ça avance? Oui, bien sûr, il y a des avances qui sont très intéressantes. On voit que de plus en plus, toutes les organisations se réalisent qu'ils doivent en effet trouver des moyens pour combiner plus effectivement et plus efficacement donc, leurs fonds. Puisque tout le monde se réalise qu'ils ne peuvent pas réaliser ce qu'ils veulent réaliser en unité. Et quand on voit, par exemple, aussi le Rwanda, qui ont maintenant donc établi un fonds dans lequel les différents partenaires peuvent contribuer pour en fait assurer que ce qu'on fait en Rwanda correspond aussi avec ce que veut faire le gouvernement rwandais. Donc il y a cette match vraiment. Donc ça c'est une des exemples où je vois qu'il y a plus de possibilités. Il y a des green bonds qui sont développés, il y a toutes sortes de mécanismes et le WRI aussi est en train de développer plusieurs de ces mécanismes où on essaie d'utiliser la capacité de chaque joueurs sur ce domaine, sur leur capacité spéciale, mais d'en bâtir donc cette chaîne qui est nécessaire pour en fait délivrer la différence pour les gens dans ce pays, puisque ces gens-là doivent voir que toutes ces réunions internationales, que toutes ces discussions ont un effet sur leur vie. Et ça, je pense, c'est encore un défi très grand. Comment est-ce qu'on assure que cet argent atteint vraiment les gens qui en ont besoin? Et ça, c'est une des choses où WRI aussi essaye de jouer ce rôle d'intégrateur, d'agrégateur et de stabilisateur aussi, dans le sens des flux financiers. D'accord. Alors, ça me fournit une transition toute trouvée avec Philippe Jachand de l'Agence française de développement. Justement, l'agence, l'AFD, essaye de faire ce lien et fait ce lien à la fois dans ses activités propres, mais aussi avec les autres banques de développement, puisque là, il y a une alliance qui a été créée il y a 3 ans, je crois, Financing Commons, qui réunit
Vous me direz combien si vous vous en souvenez, combien de banques mondiales de développement, de banques de développement internationales, je veux dire. Comment est-ce que ce lien se fait? Comment on fait en sorte que aussi que les pays émergents ou les pays vulnérables puissent accéder à ces financements? Bonjour à toutes et tous, bonjour et merci, merci d'avoir organisé cette table ronde. Merci à Futurible notamment d'intégrer ce sujet de la finance dans des réflexions prospectives. Je vais revenir à la question, évidemment, pour l'AFD, qui est une institution financière et de financement du développement international, et donc au service du développement durable et de la politique étrangère de la France. Évidemment, nous sommes convaincus que la finance a un rôle clé, et je dirais au-delà d'un rôle clé, une responsabilité en fait, qui est une responsabilité sociétale. La finance, c'est ce qui lie les politiques et les acteurs, et donc évidemment les orientations de la finance ne sont jamais neutres, elles sont structurelles. Et donc je pense par rapport au tableau qui a été dressé, pour nous, nous sommes à la fois actifs, évidemment, si je reprends, vous avez cité les engagements de l'accord de Paris, ou plus récemment de l'accord mondial sur la biodiversité, qui sont des engagements à la fois volumétriques, c'est-à-dire de soutien financier direct aux enjeux de transition écologique ou aux enjeux d'adaptation au changement climatique d'une part, mais je pense qu'il y a aussi ce qui a été intégré dans les macro-objectifs de ces deux accords, le sujet de l'alignement de la finance, qui est un sujet central, qui est un objectif essentiel et qui est tout aussi important en fait que les deux autres. Et moi je voudrais revenir là-dessus parce qu'évidemment, c'est aussi probablement là où se situe une partie des problèmes et de la solution. Et c'est autour de cette ambition-là, qui est peut-être la moins connue en fait aujourd'hui, y compris du grand public, c'est-à-dire ces engagements-là, que nous sommes activés en fait comme Banque publique de développement via effectivement ce que vous avez cité, c'est-à-dire la coalition mondiale Finance en commun, qui a été lancée en novembre 2020 à l'initiative notamment de l'AFD, mais pas seulement, avec un certain nombre d'associations régionales de banques publiques et d'institutions financières partout dans le monde. Donc c'est une coalition de banques publiques de développement nationale et régionale, et qui a pour ambition justement de participer d'une certaine manière à ce mouvement écosystémique en fait qui est nécessaire, et qu'engagent les deux accords, notamment ces accords-là et l'agenda des ODD. La réalité aujourd'hui, c'est que on va avoir besoin, il faut que toutes les structures qui constituent l'écosystème financier bougent dans un même pas de temps et s'organisent autour de cette ambition de l'alignement. Donc ça a été très bien dit, aujourd'hui une grande part des financements ne sont pas alignés, une grande part des financements continuent à aller dans les mauvaises directions d'une certaine manière, et évidemment la fonction de chaque institution financière dans sa propre responsabilité est essentielle. Je pourrais y revenir sur ce que nous faisons, nous, au sein de l'AFD aujourd'hui, pour répondre à ça. Mais naturellement, ça ne marchera que par un mouvement commun de l'ensemble de ce qui constitue l'écosystème. Donc, il y a aujourd'hui des coalitions de la finance privée qui se sont constituées, des régulateurs, et nous avons, nous, pris notre part pleinement avec cette coalition finance en commun pour que l'acteur banque publique de développement lui-même s'organise au niveau international et prenne part, en fait, à la fois en alignant nos propres pratiques, mais en constituant aussi un acteur de niveau mondial qui représente plus de 10% des investissements aujourd'hui publics, et qui, donc, évidemment, peut peser à partir de là pour la réalisation de ces objectifs. Et cet alignement des pratiques dont vous parlez, entre des banques régionales qui sont dans des pays vulnérables, dans le développement, des banques de pays développés, comment est-ce que cet alignement se fait? Est-ce que c'est facile de les entraîner? Ils n'ont peut-être pas forcément les mêmes agendas? Alors, effectivement, c'est un sujet à la fois interne et externe, en fait. De mandat, d'incitation,
de mandat politique et d'incitation pour des institutions publiques très claires, de cadres de régulation adaptés, et c'est aussi des démarches propres et des démarches entre pairs. À notre niveau, nous avons un certain nombre d'instruments, notamment qui sont dédiés à ces questions-là. Par exemple, qui aujourd'hui est d'engagement que nous avons pris sur la sortie d'un certain nombre d'investissements bruns, par exemple, sur la nécessité d'aligner l'ensemble de notre portefeuille d'activités avec le développement durable. Nous avons des grilles d'analyse aujourd'hui et des engagements qui nous amènent à prendre des décisions de ne pas financer telle ou telle opération si elle est significativement désalignée, par exemple, avec l'accord de Paris, pour prendre cet exemple-là. Et nous avons une grille, un avis développement durable interne, et qui est indépendant des opérations, qui nous aide à ça, et qui intègre les dimensions d'ailleurs sociales, environnementales, mais aussi institutionnelles et citoyennes. Et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire un cadre plus adapté aux ODD, en fait, dans leur ensemble, parce que c'est de ça dont nous manquons aujourd'hui. Donc ça, c'est le travail qu'on peut faire en interne. Les listes d'exclusion, par exemple, des banques publiques sont très importantes. Nous avons, nous, mis à jour la nôtre récemment. Des cadres donc d'évaluation et d'analyse des impacts de nos opérations pour donc sortir des portefeuilles tout projet désaligné, et puis évidemment une capacité de suivi et d'évaluation également essentielle, parce que nous sommes sur des sujets qui sont des sujets qui concernent des processus en fait de transformation et pas seulement des. Et donc il faut pouvoir accompagner à ces transformations, notamment des acteurs qui eux-mêmes souhaitent s'aligner mais qui ne le sont pas, et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc ça c'est toute la méthodologie, tous les instruments internes dont on se dote. Deuxième élément, ce que nous faisons déjà de manière très active avec d'autres banques publiques, parce que vous avez parlé de l'entraînement, c'est évidemment de partager ces pratiques. Et il y a plusieurs institutions financières avec lesquelles nous travaillons qui ont chacune évidemment son approche. Nous avons nos méthodologies, mais il est essentiel de partager nos pratiques. Donc nous sommes en train de travailler actuellement et en vue du prochain sommet Finance en commun sur un projet peut-être de déclaration, en tout cas de principe commun d'alignement de la finance et qui permettrait aux banques publiques et donc aux 530 banques publiques aujourd'hui qui constituent la coalition, qui sont effectivement de tous les pays, donc nord et sud, de pouvoir s'engager et de prendre des engagements ensemble sur leurs propres efforts d'alignement. Le dernier élément, c'est que nous avons besoin des mandats politiques pour ça. C'est-à-dire on a besoin des incitations de nos mandants, qui sont les actionnaires publics, très clairs, pour que les banques puissent s'engager beaucoup plus fortement dans des investissements durables de long terme et faire ces transformations nécessaires, parce qu'évidemment, en tout cas pour des investisseurs publics, c'est aussi lié à cela. Donc j'en terminerai par là, c'est donc une responsabilité pour chacune des institutions, ce sont des responsabilités collectives. On a besoin de ces coalitions qui les constituent et qui servent, et on a besoin des incitations à la fois, bien sûr, politiques, mais aussi des pressions civiles et citoyennes, en fait. Et donc, c'est un mouvement qui doit aller de pair. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de pays en développement qui revendiquent leur droit au développement, et de la même manière que les pays du Nord se sont développés en émettant énormément de carbone, on leur demande aujourd'hui d'avoir des contraintes que finalement nous, on n'a pas eues. Comment est-ce que ça peut être adressé? Est-ce que c'est le cadre commun de financing common, de finance en commun, qui peut l'adresser? Il peut peut-être y aider, mais non, là on est sur un sujet qui va peut-être au-delà, c'est-à-dire aujourd'hui, oui, il y a probablement une nouvelle configuration. Alors si on prend le découpage du monde tel qu'il était pensé dans l'âge de l'aide au développement, en fait, et où on était globalement, on répartissait les pays entre les pays développés et les pays non développés ou en développement. Aujourd'hui, ce schéma-là n'est plus valable, en fait, par l'évolution des pays eux-mêmes, et si on le regarde sous la grille du climat, par exemple. Et donc il y a une reconfiguration, et effectivement, un certain nombre de pays, à juste titre, demandent leur droit d'une certaine manière au développement, y compris à une croissance, parce qu'ils sont aujourd'hui dans une situation de pauvreté ou d'inégalité internationale, et subissent en même temps les effets du réchauffement climatique. Donc n'en sont pas responsables historiquement. Donc ça, c'est tout le sujet évidemment des négociations climat autour des enjeux de justice climatique, de pertes et préjudices. Donc il faut trouver, on n'a pas aujourd'hui le cadre global qui permette de répondre à ça. Mais il faut pouvoir y répondre tout en maintenant le cap
de l'ensemble des pays vers le développement durable. Et je pense qu'il y a des possibilités. Nous pensons aujourd'hui que dans le trio des grands sommets de l'année 2015, celui sur les ODD, celui sur l'accord de Paris de fin d'année. Il y en a eu un juste avant qui était le sommet d'Addis Abeba sur le financement du développement. Nous pensons aujourd'hui que le cadre posé par le sommet d'Addis Abeba n'est plus probablement adapté pour répondre à cette question-là. Il a eu lieu d'ailleurs avant les deux autres sommets et il nous semblerait qu'il y a besoin justement d'une sorte de nouveau deal international sur le cadre adapté du financement du développement, tenant compte des différenciations sur aujourd'hui géographiques qu'il faut faire nécessairement parce qu'elles sont aujourd'hui demandées, elles constituent presque une question aussi de justice. Alors, avant de passer au côté finances privées, Cynthia, vous aviez envie de réagir. Je vous laisse faire. Oui, sur cette question de l'orientation différente entre les pays en développement et les pays déjà développés. Il faut très bien comprendre quelle est la nature de leur souhait de se développer. Ce n'est pas puisqu'ils sont riches et veulent devenir plus riches, c'est puisqu'ils ont des centaines de millions de gens qui n'ont même pas l'accès à l'énergie. Et donc, si on ne donne pas un accès à l'énergie durable à ces gens-là, ils vont continuer à utiliser des moyens qui sont mauvais pour le climat et pour nous tous. Donc, cette orientation est une orientation très logique. Donc, c'est à nous de trouver avec eux les moyens de le faire d'une manière durable. Et c'est pour ça que c'est un défi pour nous tous, pas seulement pour ces pays-là. Et donc, il faut chaque fois, je pense, vraiment comprendre quel est leur besoin. Et c'est un besoin qui est souvent dans ces pays-là vraiment lié à des souhaits, à des besoins humains très élémentaires. La nourriture, de l'eau, l'énergie, transport, une maison. Et donc c'est avec ces pays-là, en partenariat, qu'on doit ensemble trouver les façons dont eux, ils peuvent aussi prévoir pour leurs citoyens dans ces moyens-là. Puisque sinon, on n'aura pas le leadership politique non plus, qui pourra mettre en place les politiques qui seront efficaces et qui nous mèneront dans la bonne direction. Et donner les bons mandats aux banques publiques, justement. Je me tourne vers vous, Odile et Zerzer, donc de la Massif. On passe à un acteur privé, même si c'est un acteur privé, même s'il est mutualiste. Les acteurs privés aussi se sont engagés, les financiers, que ce soit les assurances, que ce soit les banques, que ce soit les sociétés de gestion, se sont tous engagés, presque tout engagé dans des grandes alliances pour atteindre alors, ce qu'on appelait la neutralité carbone, en tout cas pour réduire leurs émissions. Malgré tout, il y a toujours un risque qu'on les taxe de greenwashing en fait, dans leur activité. Comment est-ce qu'un assureur comme vous le perçoit et comment vous agissez finalement pour atteindre les objectifs dont on a parlé avant ? Alors, merci déjà d'avoir convié un acteur privé à cette table ronde. Et effectivement, la Massif, depuis plus de 20 ans, finalement, est engagée sur une finance plus durable, plus responsable. Et on a pu voir et mesurer avec beaucoup de force ces dernières années l'engagement d'autres acteurs de la finance et du plus grand nombre d'acteurs de la finance. Ce que l'on a perçu aussi, c'est l'engagement de nos épargnants, tout simplement. Où finalement, il pouvait y avoir une espèce presque de rejet par rapport à une finance responsable. On a tous entendu, on se parle entre nous, on a tous entendu, bah oui, mais alors maintenant on peut plus fumer, on peut plus rouler au diesel, et en plus à la banque on me parle de finances responsables, mais vraiment. Et ça, ce sont des discours qui, il me semble, que je n'entends plus en tout cas. Et j'ai vu ces dernières années beaucoup d'engagement de ces acteurs financiers. Après, avec ces plus de 20 ans de recul, ce que j'ai pu constater aussi, c'est qu'il peut y avoir parfois des retours arrière qui sont désastreux. Et je pense à ce qui s'est passé au moment de la crise des subprimes, où j'ai pu constater que beaucoup d'acteurs de la finance qui étaient engagés et qui nous avaient proposé des fonds thématiques, des indices, des calculs... finalement, à partir de 2010, n'ont eu qu'une pensée, le retour au profit.
le retour au profit, le retour à la rentabilité. Et c'était aussi le souhait des épargnants, le retour à la rentabilité après avoir pris des moins-values aussi importantes. Donc, c'est un combat sur lequel il faut être vigilant en permanence au niveau des acteurs, mais aussi au niveau des épargnants qui eux, nous soutiennent finalement dans cette ambition. Et puis, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a un besoin... il y a un besoin de compromis d'une certaine façon. Et ça a été dit super clairement, c'est long, c'est trop long. Mais le pire serait d'aller trop vite. Finalement, tout est critiquable et tout doit être critiqué dans notre façon de faire. Mais le pire serait de ne rien faire. Et avec ces expériences et ce retour, c'est ce qui fait qu'à la Massif, on accepte les critiques. Elles sont importantes, on les accueille de façon positive parce que c'est ce qui permet aussi de progresser dans les actions. L'action réglementaire, elle est extrêmement importante. La taxonomie, oui, elle est imparfaite. Oui, il y a des sujets d'ambiguïté, de mise en œuvre. Juste la taxonomie, c'est la liste des activités vertes qui a été mise en place par la Commission européenne. Oui, pardon, effectivement. Et qui a fait polémique parce qu'on y a inclus le gaz et le nucléaire en début d'année, ce qui a un peu... Donc il peut y avoir beaucoup de discussions autour des termes employés par les textes européens, de l'application, du champ d'action. Mais à la fois, c'est un cadre qui est essentiel parce que déjà, il pose un champ de contraintes qui est important, il me semble, pour éviter justement ces retours arrière auxquels malheureusement on a pu assister dans le passé. Il y a eu pas mal d'enquêtes justement montrant que dans des fonds divers, il y avait des sociétés qui ne l'étaient pas forcément. Est-ce que c'est un risque de retour de bâton que vous évoquez? Est-ce que ça, comment est-ce que vous l'abordez? Les ONG sont aussi assez vocales sur la finance durable parfois. Oui, tout à fait. Et c'est en ça que la critique est la bienvenue. Et à la fois, on pourrait se dire, finalement, est-ce que acheter une action du CAC 40 dans une entreprise qui se prétend un acteur des transitions, ça va faire monter son cours de bourse? Ouais. Est-ce que ça va vraiment aider à aller dans le bon sens? Spontanément, on va se dire non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est intervenir, par exemple, dans les toutes petites structures qui vont financer la dissolution des plastiques dans les océans, l'émergence de l'hydrogène vert. Eh bien, c'est bien ce compromis qu'il faut trouver entre continuer de financer des grands acteurs à partir du moment où leur engagement est sincère, avec des preuves qui nous sont données année après année, continuer de nouer ce dialogue avec les grands acteurs où on les challenge, tout en finançant, tout en soutenant les petites entreprises. Et ça, pour de multiples raisons. La première raison, c'est qu'on n'a pas forcément la profondeur, le bassin de petites entreprises et d'experts suffisamment large pour en sélectionner le bon nombre pour arriver tout simplement à placer les fonds qui arrivent de l'ensemble des épargnants du monde entier. Donc déjà, on a un sujet de sélection des acteurs, de suivi de ces acteurs. Et ensuite, on a aussi, il ne suffira pas d'avoir une industrie de rupture. Il faut aussi financer les transitions des industries existantes pour limiter les casses sociales, et il faut aussi avoir ce dialogue, faute de quoi, et nous, on le voit et on l'entend, finalement, puisque vous n'avez plus investir dans mon entreprise, pourquoi je ferai un effort? Aujourd'hui, il y a des mines de charbon qui sont vendues pour pas cher, qui sont vendues à la casse, plus personne ne va investir dedans. Pourquoi j'irai pas?
Le risque, il est vraiment là, c'est de casser l'engagement que l'on a su tisser ces dernières années et qu'on doit absolument, ce fil de dialogue avec les entreprises, il est clé. J'ai ce souvenir à mon arrivée à la Massif d'avoir eu un échange sur la lutte contre le travail des enfants. Et finalement, il ne suffisait pas de discuter avec Nike, avec tous les toutes les grosses entreprises qui faisaient travailler des enfants en Asie. Il ne suffisait pas de discuter avec eux et leur dire « bon, maintenant vous arrêtez les enfants ». Il fallait aussi s'assurer que les enfants aient quand même un revenu, parce que les familles ont besoin du revenu de ces enfants. Il fallait s'assurer donc que les enfants aient une éducation, de façon à pouvoir revenir à un travail plus tard. Et si on ne nourrissait pas toute cette chaîne-là, à ce moment-là, ce que l'on faisait, c'est tout simplement nous sentir, nous, bien mieux, mais en fait, renvoyer tous ces enfants à la rue et leurs familles dans la difficulté. Et c'est bien et c'est pour ça que c'est long, et c'est pour ça qu'il va falloir être constant, tenace et challenger en permanence les actions qui sont faites et la réalité, la sincérité des actions qui sont faites, parce que ça passera par ce chemin-là de transformation. Et il faut un cap pour cela, j'imagine. Enfin, il faut que les acteurs aient un cap. Alors, l'accord de Paris, on a parlé de plusieurs accords. La réglementation européenne aussi essaie de mettre un cap. On a parlé aussi de la taxonomie. Il y a plusieurs types de réglementation. Est-ce que ça, vous pensez que c'est quelque chose qui va dans le bon sens? Est-ce que le fait que ce soit européen, alors que la finance a un scope beaucoup plus large, comment est-ce que vous le voyez? Alors effectivement, il y a ce sujet de clairement d'asynchronisme finalement entre les différents pays. Et on peut le voir sur l'évolution d'un certain nombre de normes. Moi, ça me paraît déjà important en Europe. Fatalement, ça va dans le bon sens. Déjà, en activant tous les acteurs de la finance européenne, c'est extrêmement positif. Et d'autre part, on sait que la finance américaine est également soumise à ces normes d'évolution. Donc, pour moi, restons. On peut l'entendre dire dans les sociétés de gestion. Et même, on l'a entendu dire, vous avez tous vu que les taux d'intérêt ont été extrêmement bas des emprunts d'État jusqu'il y a un an. Et parfois, on peut dire, finalement, pour faire nos placements avec des taux d'intérêt extrêmement bas, vous nous rajoutez, vous les acteurs de l'assurance vie notamment, vous nous rajoutez des contraintes encore plus fortes à nous les gérants des fonds en nous disant non seulement il faut que tu apportes des rendements pour les épargnants, mais en plus, attention, on a des exclusions et notre liste d'exclusions ne va faire que s'augmenter. Ça va être difficile d'être performant et d'être plus performant que les autres. On a eu cet échange récemment sur la charte de biodiversité que nous allons mettre en place. Non mais oui, mais rends-toi compte qu'avec les indicateurs que tu nous demandes en matière de biodiversité, on risque d'être moins performant que d'autres. Et c'est ce sujet, je pense, qui pèse sur l'ensemble des acteurs, en particulier en Europe, où nous sommes tous concurrents. C'est d'arriver à être performants pour nos épargnants, parce qu'ils sont comme vous et moi, une fois qu'ils sont sortis une fois qu'ils sont sortis de ces salles de débat, où je crois qu'on a tous la même conviction, ils vont attendre une épargne garantie avec le moindre risque possible et le plus de performance possible. Et c'est en ça, finalement, aussi que le challenge est important. On va revenir après. Malgré ça, voilà, moi, ça me paraît aller dans le bon sens. On va revenir après sur la question des rendements, effectivement. Là, je vais me retourner plutôt vers le régulateur, vers la Banque de France. Les banques centrales prennent en compte le climat, ce qui n'était pas
une évidence au départ dans leur mandat. Leur mandat, c'est la stabilité financière, si je ne me trompe pas. La BCE l'a annoncé par la voix de Christine Lagarde, sa présidente, en juillet dernier, je crois. Et commence donc à faire des stress tests climatiques. Et Clément est le meilleur placé pour en parler, puisque c'est là-dessus qu'il travaille au quotidien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont ces stress tests et ce que ça change dans la manière de travailler des banques centrales, des superviseurs? Oui, bien sûr. Bonjour à tous déjà. Oui, donc vous avez raison. Le mandat des banques centrales, c'est la stabilité financière et c'est aussi la stabilité des prix. Au début, le fait de s'attaquer à ces problèmes climatiques, c'était pas évident pour tout le monde dans la communauté des banques centrales et pour les acteurs financiers en général. Je crois que c'est assez bien compris maintenant en fait, parce que le risque climatique est un facteur de risque à la fois pour la stabilité financière et pour la stabilité des prix. Enfin, on le voit en ce moment avec, par exemple, le manque d'énergie fossile et voilà, l'inflation que ça crée. C'est pour ça en fait que les banques centrales, certaines banques centrales et superviseurs dans le monde se sont alliés pour créer ce réseau pour le verdissement du système financier, donc le Network for Greening the Financial System en anglais, le NGFS, c'est comme ça qu'on l'appelle plus couramment. On était 8 au début, je crois, la Banque de France en faisait partie. Maintenant, c'était il y a 4 ans, donc c'était fin 2017, un peu plus que 4 ans, pardon, 6 ans. Et maintenant, on est un peu plus d'une centaine. Au début, c'était surtout des pays développés. Ça touche maintenant la majeure partie du globe avec une grande partie des actifs couverts, une grande partie du PIB mondial. Et donc ce réseau, il travaille sur différentes thématiques, il y a différents groupes de travail qui essayent de prendre en compte ce risque climatique dans toutes les activités d'une banque centrale et d'un superviseur, en gros. Donc par exemple, on a un groupe de travail qui essaye de voir comment inclure le risque climatique dans les activités de supervision. On en a un autre qui a été créé il n'y a pas longtemps sur qu'est-ce que ça change en termes de conduite de la politique monétaire. Est-ce que ça change? Donc pour l'instant, c'est des discussions assez conceptuelles, mais ça va sans doute mener à des actions dans le futur. On a un groupe de travail sur le risque lié à la biodiversité également, pas seulement le changement climatique, mais aussi la biodiversité. Et on a un groupe de travail où je travaille personnellement, c'est le développement de scénarios climatiques. On pourra en parler un peu ensuite. En gros, ces scénarios climatiques, ils essayent d'ouvrir l'éventail des possibilités pour les acteurs financiers. C'est-à-dire qu'on se force avec ces scénarios à imaginer des futurs possibles, plausibles, qui sont très différents. Et l'idée, c'est d'évaluer l'impact des risques à la fois de transition. Donc, si je mets une régulation ou une taxe carbone, qu'est-ce qui se passe pour certains secteurs, et à la fois de risques climatiques liés aux événements climatiques. Donc, à la fois le risque chronique, la montée de la mer, etc., et les risques liés aux événements extrêmes comme les inondations ou les ouragans. Donc, on a un panel de scénarios, on en a 6 en ce moment. Il y a un scénario où, par exemple, on n'implémente aucune politique climatique à travers le monde autre que celles qui sont déjà en place. Ça mène à un scénario avec une température qui monte au-dessus de 3 degrés, au-dessus des températures de l'ère pré-industrielle, avec beaucoup de conséquences du changement climatique qui vont avoir un impact sur l'économie. Et à l'autre bout du spectre, on a un scénario de transition vers une neutralité carbone en 2050, par exemple, où là, il y a un petit risque de transition, même un grand, on peut considérer qu'il est grand, si c'est pas une transition ordonnée, faite de façon bien réfléchie. Mais on évite tous les risques climatiques liés au changement climatique qui vont venir dans une seconde phase. Et donc nous, on essaye de mettre en valeur les risques à la fois de transition et de risques physiques à travers ces scénarios pour montrer en fait que le scénario d'une transition ordonnée qui commence tout de suite, qui est assez ambitieuse pour atteindre la neutralité carbone, il est plus favorable pour l'économie mondiale que voilà, ça, à terme, d'ici 2050-2100, qu'un scénario où on ne fait rien. Même s'il y a évidemment des gains à court terme à avoir si on ne fait rien. Ces scénarios, une fois que vous les avez écrits, enfin modélisés,
Déjà, vous traduisez en gros des données climatiques en données financières, si je comprends bien. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Comment est-ce que les établissements financiers s'en saisissent? Alors, les principaux utilisateurs de ces scénarios sont les superviseurs et les banques centrales. Donc, par exemple, la CPR en France, le superviseur français, a utilisé les scénarios du NGFS. Ils ont commencé il y a 3 ans pour faire un stress test climatique, ce dont vous parliez. Et l'idée, c'est d'utiliser ces scénarios qui donnent en fait des trajectoires d'émissions, de PIB, d'inflation. On essaie de modéliser toutes les variables macroéconomiques et financières dont on a besoin pour évaluer l'impact ensuite de ces scénarios sur les institutions financières et les entreprises. L'idée, c'est d'évaluer l'impact de chaque scénario sur le portefeuille des banques. Si une banque investit beaucoup dans les énergies fossiles, par exemple, elle risque d'être impactée fortement dans un scénario de transition. Et inversement, si elle ne fait rien ou si elle ne se préoccupe pas des risques climatiques qui peuvent arriver en 2050 ou 2100, elle risque d'être fortement impactée. D'accord, ouais, elle voit en gros son chiffre d'affaires, sa rentabilité baisser. Est-ce que c'est un exercice qui est habituel aussi? Parce que vous me disiez qu'il y avait une différence entre les stress tests financiers qui se basent un peu sur les données historiques, les stress tests climatiques, eux, sont complètement différents. Comment est-ce que cette différence se caractérise? Oui, c'est ça. C'est le problème avec le risque climatique, c'est qu'on ne peut pas utiliser les données historiques pour faire des projections de ce qui peut potentiellement arriver dans les années à venir, puisque ce risque climatique, on n'a pas de données historiques où ce risque climatique, ou en tout cas de cette échelle et de cette intensité, n'est arrivé. Du coup, les modèles macroéconomiques standards qu'on utilise dans les banques centrales et puis chez tous les acteurs financiers globalement, ils sont peu adaptés en fait à ce risque-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est allié, on a fait un partenariat avec des modélisateurs qui travaillent sur des modèles qui font le lien entre l'énergie, les émissions, l'économie, qui s'appellent les modèles d'évaluation intégrée. Et c'est ces modèles-là qui permettent, par exemple, de créer les scénarios du GIEC. Donc, c'est les mêmes personnes qui fournissent des scénarios au GIEC. Et donc, on voulait avoir un peu les experts du sujet, en fait. Et ensuite, on est allé plus loin avec eux. On a essayé d'améliorer leur modèle, de les compléter pour avoir ces variables macroéconomiques et financières dont on avait besoin. En fait, eux, ils nous disent, voilà les changements structurels dans l'économie à avoir pour atteindre la neutralité carbone en 2050, par exemple. Et nous, on leur demande, en fait, comment ça se répercute sur l'économie. Eux, ils parlent dans leur milieu, ils ne parlent pas beaucoup d'inflation, prix des actifs, prix de l'immobilier, etc. Donc nous, on fait ce lien-là. On essaye de développer des modèles, d'ajouter un nouveau modèle à la suite de leur modèle pour avoir les implications en termes macroéconomiques de leur scénario climatique. Vous les poussez à se projeter dans le futur, en quelque sorte. Ouais. Et eux aussi. Et aussi, ouais. Et justement, est-ce que ces acteurs financiers, comment est-ce qu'ils se transforment réellement? Est-ce qu'ils transforment réellement leur business model? Philippe, je me tourne peut-être vers vous. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de transformer ces acteurs financiers? Est-ce que le législateur doit intervenir, par exemple, pour faire en sorte que le long terme soit mieux pris en compte par rapport au court terme? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut faire partie aussi de la responsabilité fiduciaire, finalement, de ces acteurs financiers? Je ne sais pas si l'AFD, elle a ce type de responsabilité, une responsabilité peut-être différente par rapport à des acteurs privés. Oui, enfin, je crois que j'ai un peu abordé le point tout à l'heure. Je pense que il y a une responsabilité de l'institution elle-même. Elle est forcément. Alors, quand on est une institution publique, c'est peut-être plus naturel d'une certaine manière, parce que les banques publiques, c'est la main visible en fait de l'économie. Donc l'investissement, le mandat d'intérêt général et d'investissement de long terme est plus facile peut-être pour. Donc le premier sujet, ça n'est pas forcément, ça n'est pas le bénéfice à court terme. Donc oui, il y a c'est évident pour une banque publique, ça doit
l'être au-delà des banques publiques. Bien sûr que tout ce qui relève de la régulation est essentiel, tout ce qui relève de l'appétence au risque et de la question notamment des risques climatiques, de leur intégration est essentielle. Aujourd'hui, il y a des incitations qui existent, ou des règles existent. On a évoqué la taxonomie, notamment européenne, mais le sujet qui est le nôtre, c'est qu'il n'y a pas d'harmonisation au niveau international. Donc la taxonomie européenne, elle vaut pour les investissements en Europe, elle pose un certain nombre de questions par rapport à ce qui est extra-européen, et donc on a aujourd'hui une bataille de normes, c'est évident, au niveau international. Donc c'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure la nécessité de ces coalitions. C'est essentiel d'avoir le NGF, une alliance une coalition, le NGFS d'une part, G-Funds aussi qui s'est constitué avec les investisseurs privés, les assureurs, et puis ce qu'on a nous mis en place avec Finance en commun, c'est tout ça, c'est pour participer en tout cas de ce mouvement-là et pouvoir faire émerger en fait un standard et une norme autour de ce qu'est l'investissement de développement durable et pouvoir faire bouger en l'occurrence dans le bon sens, mais de manière complète, enfin globale, plus systémique, les standards. Donc c'est les deux ensemble en fait qu'il faut engager dans le même pas de temps. Et au niveau plus micro, est-ce que vous voyez des modèles qui émergent? On parlait des sociétés à mission, par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est des choses qui vont dans le bon sens? Des sociétés qui se fixent aussi un intérêt supérieur à leur intérêt purement financier? Ça marche encore, ouais. Oui, c'est évident. Et puis je pense qu'il y a toutes les entreprises aussi de l'économie sociale et solidaire qui représentent un modèle économique extrêmement intéressant de ce point de vue-là. C'est-à-dire, alors les entreprises à mission, c'est un chemin qui est certaines, pour celles qui sont de l'économie sociale et solidaire, partent d'une mission qui est d'intérêt général ou d'intérêt collectif. Et puis on a ce mouvement effectivement d'entreprises lucratives qui partent de la nécessité de lucrativité, en tout cas qui est leur premier enjeu, et qui font mouvement vers la responsabilité donc sociétale. Et donc évidemment que c'est très important que ces mouvements se fassent des deux côtés. Après, ce sont des acteurs de nature différente, mais c'est essentiel. Et là aussi, le rôle de la finance n'est pas neutre dans l'accompagnement, en tout cas, de ces engagements qui sont des engagements aussi à risque en fait. C'est-à-dire, je crois que ça a été dit tout à l'heure, des entreprises qui prennent ces directions-là. Il faut qu'elles puissent être accompagnées et confortées en fait, parce que je pense qu'elles participent à leur niveau aussi de cette émergence de normes dont on a besoin, de normes nouvelles ou d'un new normal de la finance, quoi. Alors, Odile, je me tourne vers vous justement. Vous êtes la Massif, c'est un modèle mutualiste. Est-ce que ça, c'est aussi un modèle qui permet de s'affranchir du court terme, justement, et d'avoir... est-ce que ce modèle peut être aussi amélioré, peut-être? Peut-être la première chose que nous apporte le modèle mutualiste, c'est l'indépendance. L'indépendance vis-à-vis de ces groupes financiers, l'indépendance vis-à-vis de certaines grosses entreprises ça va bien au-delà du CAC 40, mais de toutes ces très, très grosses entreprises. En effet, il y a cette vision de long terme qui, normalement, est la vision de tout assureur. Quand on parle d'impact de scénarii extrêmes climatiques, c'est vraiment quelque chose que l'on voit année après année, avec des enchaînements de phénomènes climatiques tout à fait nouveaux, des forces de vent plus de la grêle plus des différents enchaînements de phénomènes qui sont très particuliers. On l'a vu là en France, on est particulièrement frappé par le sujet des sécheresses, donc rétraction, gonflement des argiles. Tout assureur a cette vision de long terme et se dit, moi je suis partie prenante parce que mon industrie, elle est directement impactée par ces phénomènes climatiques et pas dans 50 ans.
C'est quelque chose que l'on voit se rapprocher année après année. Ce que va avoir l'assureur mutualiste, c'est aussi le fait de ne pas avoir ces grands rendez-vous trimestriels avec ses porteurs de parts, avec ses actionnaires, où chaque trimestre, il va falloir inventer une nouvelle idée pour pouvoir faire remonter le cours de bourse. Et ce qui nous permet, à nous, les assureurs mutualistes, d'inscrire nos actions dans la durée et de les suivre aussi dans la durée. Est-ce qu'il y a des moyens d'aller plus loin que ça? En plus, on a parlé, quand on préparait la table ronde, de la comptabilité finalement, qui prend des types de comptabilité qui sont encore très prospectives, mais qui prennent en compte pas seulement les aspects financiers, mais aussi l'aspect social, environnemental. Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel des assureurs peuvent travailler? Oui, effectivement, la thématique de la comptabilité triple capital, où on va rajouter aux aspects économiques, comme vous l'avez dit, des aspects et humains et environnementaux. Je suis convaincue que c'est un axe de travail vers une nouvelle norme qui est extrêmement important. Ça ne se fera pas l'an prochain. Mais il faut y travailler, il faut rechercher rien que comment je peux le mesurer. Comment je peux le mesurer simplement. On critique tous le PIB comme une norme d'évaluation, mais elle est simple. Elle a ses limites, elle est simple. Le cours de bourse, il va avoir ses limites pour évaluer une société. Il est simple, on confronte sur un marché l'offre et la demande. Et on peut se dire, triple capital, ça va être compliqué à mettre en œuvre. Quand je vois les dizaines de millions d'euros, et franchement, c'est un minorant, qui sont dépensés pour les normes IFRS, pour BAL 2, pour Solvabilité 2, pour tous ces travaux-là, je me dis à la fois, cette comptabilité triple capital, elle me paraît hors de portée, et à la fois, je suis convaincue qu'en y mettant rien que les mêmes moyens qu'on a mis dans l'ensemble de ces normes, c'est quelque chose qui doit pouvoir être surmonté et qui permettrait vraiment de comparer et d'évaluer une entreprise, pas seulement dans ce qu'elle produit de valeur aujourd'hui, de valeur future, mais pas seulement financière. Donc sa contribution au bien collectif finalement. Et je parlais tout à l'heure de performance pour un épargnant. C'est quelque chose, il me semble, qui va être très important. C'est d'avoir à la fois ma performance individuelle, ce que j'aurai en plus sur mon placement dans 1 an, 2 ans, 15 ans, mais aussi finalement mon revenu, ma performance collective, ce que collectivement, grâce à mon placement, ce que j'aurais pu permettre au monde de s'améliorer. Mais voilà, c'est vraiment un axe qui est très important et très intéressant, je trouve. Philippe, j'avais l'impression que vous vouliez réagir, Philippe, non? Non, d'accord. Effectivement, c'est un élément qui peut être transformatif. D'accord. Clément, je reviens vers vous sur la manière dont les régulateurs, les banques centrales s'adressent aux acteurs privés, aux banques et aux assureurs. Comment est-ce que vous leur présentez les scénarios sur lesquels ils travaillent? Qu'est-ce que vous leur dites de faire finalement, sans avoir forcément un pouvoir contraignant? Oui, c'est ça. Je vous parlais tout à l'heure des scénarios qu'on utilisait, que les superviseurs utilisaient pour ensuite aller voir leurs institutions financières, enfin celles sous leur supervision, et leur dire en fait qu'est-ce qui se passe pour vos portefeuilles dans ces scénarios-là. Donc pour l'instant, c'est plutôt une sensibilisation puisque c'est le début de ce travail. Ces scénarios, ils ont été créés il y a 4 ans. C'est un travail qui est pas terminé du tout. Ils sont pas parfaits. Ils sont voués à être améliorés tous les ans. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes dans ce qu'on fait pour l'instant. Mais le principal objectif pour l'instant, c'est la sensibilisation et le développement d'expertise sur le risque climatique dans les institutions. Et donc, on leur, à force que les superviseurs mettre en place des stress tests climatiques, des exercices d'évaluation des risques pour les banques. Ce qu'on cherche à créer, c'est une prise de conscience et que ce risque existe, en fait, que ce risque de transition et ce risque physique lié au changement climatique existent.
pour mettre en valeur ce risque et en fait montrer, puisque pour l'instant c'est les résultats qu'on a au NGFS dans les scénarios, c'est qu'une transition ordonnée qui commence tout de suite, c'est le scénario le moins risqué. Et donc en fait, pour l'économie tout entière, c'est le scénario le plus favorable, donc là où il y aura le plus de croissance du PIB en fait. Pour l'instant, il y a beaucoup d'incertitudes et on n'est pas encore... Enfin, aucun superviseur dans le monde n'a mis des règles sur, par exemple, le stock de capital à garder pour faire face aux risques climatiques. Mais c'est quelque chose qui pourrait advenir dans un futur. Ça a été discuté au Parlement européen il n'y a pas longtemps, il me semble. Et la BCE a fait un exercice climatique qui s'est terminé cette année, enfin en 2022, pardon. Et ils ont commencé à prendre en compte les résultats de ce risque climatique pour évaluer plutôt qualitativement les scores qu'elles donnaient aux institutions financières sur leur exposition au risque climatique. C'est pas encore quantitatif, c'est pas encore des obligations fortes, mais ça, c'est quelque chose qui va peut-être arriver dans le futur. Philippe, vous vouliez réagir ? Juste parce que c'est un peu en spontané, mais je pense que les échanges, et notamment ce qui a été dit juste avant sur à la fois régulation et finalement redevabilité, comment on mesure, sur quoi est-ce qu'on rend compte. Je pense qu'il y a un sujet, on a beaucoup parlé des incitations par le système, des incitations y compris par les mandats, mais je pense que c'est important aussi de parler des construits sociaux, en fait, et de ce que demande, enfin de ce qui est aujourd'hui attendu, en fait, d'un acteur, qu'il soit public ou privé, et du citoyen en définitive. C'est-à-dire que comment travailler cette question-là. Et je pense qu'elle est tout aussi importante. Quelle est aujourd'hui la demande de redevabilité ? Sur quoi est-ce qu'on doit rendre compte ? Sur quelle valeur créer on doit rendre compte, et quelles sont les bonnes mesures, les bons instruments de mesure. Je crois qu'on est dans une période où la demande, de ce point de vue-là, en tout cas sociale, et elle est plus ou moins diffuse, mais je pense qu'on va vers une demande qui va de plus en plus, et c'est une bonne nouvelle, appeler à rendre compte sur un peu plus que le PIB ou sur des indicateurs effectivement simples. Et donc, c'est quelque chose qui est très important aussi. Et donc nous avons besoin en fait qu'on nous dise et que la demande aille sur ces terrains-là, que ce soit pour des acteurs publics ou des acteurs privés, encore une fois. Et donc c'est une question de redevabilité renforcée sur ce terrain-là, et donc d'association aussi du citoyen à ces débats. C'est une vraie pression en fait qui doit être exercée. Cynthia, je crois que vous vouliez réagir aussi. Oui, donc je pense il y a la question du split incentive. Oui, j'ai vraiment pensé sur le mot français là, mais celle-là, je ne l'ai pas trouvée. Donc, il y a un décalage dans le temps et aussi dans l'espace, dans le sens que les choix ici faits pour la performance même une mutuelle, qui vraiment qui n'a pas les mêmes pressions, mais même donc les choix faits pour la performance d'une mutuelle qui bénéficie les générations ici en France peut avoir des conséquences très négatives pour les mêmes générations au Pakistan. Et donc, ça, c'est le split incentive. Les coûts et les bénéfices ne tombent pas sur les mêmes personnes ou les mêmes organismes même dans la société. Même en France ou en Europe, ça tombe sur les différents groupes. Et donc, je pense que quand on regarde à la complexité, et on a parlé beaucoup de la complexité, d'un autre côté, c'est aussi relativement simple. Quand j'étais au gouvernement, j'étais responsable pour un fonds de plusieurs centaines de millions d'euros pour résoudre des problèmes avec des vieilles sites industriels. Il y avait beaucoup de contamination et les gens étaient tombés malades. C'est des vrais coûts, mais c'est juste qu'on n'a pas voulu les prendre au moment où les coûts, en fait, tombaient. Donc, il y a ce décalage dans le temps dont on ne prend pas suffisamment compte. Et je pense que maintenant, on est dans une situation, et aussi, je vois aussi que les citoyens, que la société en général s'en rend de plus en plus compte, et ça donne le mandat politique qui est tellement essentiel, qui est tellement crucial pour pouvoir changer les systèmes avec lesquels, en fait, on désigne les choix. Et donc, le système financier n'opère pas dans le vide.
elle opère dans un contexte politique et un contexte des mandats. Et je pense que ça, c'est crucial pour pouvoir aussi trouver les solutions qui permettent aussi à des mutuelles, qui permettent à des banques pour faire les choix qui essaieront de résoudre donc, ce problème de split incentive. C'est vrai que ça rejoint exactement ce que disait Clément tout à l'heure, c'est-à-dire que avec les scénarios ordonnés où on regarde le long terme, finalement, ça coûte peut-être un peu plus cher maintenant, mais à long terme, ça coûte beaucoup moins cher. Oui. J'ai vu juste une question passer, puisque les questions se sont affichées. Alors c'était la question sur la rentabilité que je trouvais intéressante. Est-ce que la finance durable peut assurer des rentabilités suffisantes pour éviter les retours de bâton dont on parlait? Et je pense que ça s'adressait notamment à vous, Odile. C'est vrai que la question du rendement fait par la finance durable est souvent soulevée. Est-ce qu'on a besoin de autant de rendement que de la finance habituelle? C'est presque une question personnelle à chacun des épargnants. Et nous, on le voit en les entendant. Il va y avoir des épargnants qui vont attendre que leur placement apporte la même sécurité et le même rendement. Et c'est ce qui va être le plus important pour eux. C'est la performance individuelle et la sécurité individuelle. Et on en a quand même de plus en plus qui vont... être prêts justement à échanger une partie de leur performance individuelle contre une performance collective dont ils prendront leur part, eux ou leurs enfants. Et finalement, ce que l'on constate, c'est que la finance responsable, notamment parce qu'elle intègre des critères de gouvernance, elle permet aussi de passer à travers, alors pas de toutes les catastrophes industrielles, si j'ose dire, mais d'un certain nombre de catastrophes où des entreprises, du fait de leur gouvernance, du fait de leur organisation, fatalement vont s'exposer à des problématiques de trajectoire par des actions finalement peu concertées ou peu recommandables et qui vont les rattraper en termes de valorisation de leur cours. Je vois aussi une question sur les actifs échoués. Et c'est vrai que la finance durable, notamment, a pour vocation en partie d'éviter d'investir dans des actifs échoués. Donc, des actifs échoués, c'est des entreprises, par exemple, qui ne seront plus, qui verront leur valorisation chuter parce qu'elles ne seront pas compatibles avec les objectifs climatiques, parce que la réglementation va les changer. Donc la finance durable, c'est un moyen d'éviter ça et donc de préserver de la rentabilité finalement. Ce qui fait que finalement, en creux, la performance va être supérieure. Et si c'est ce que fait la Massif avec OFI, qui est notre société de gestion, c'est de mesurer depuis plus de 20 ans que les portefeuilles sont gérés dans le respect de ces critères ESG. On voit sur les courbes apparaître la surperformance qui est liée à cette façon de gérer. D'accord. Je pourrais aussi peut-être réagir sur cela. C'est pas la rentabilité, c'est pas une donnée neutre, dans le sens que le cadre définit aussi la rentabilité. Si le prix de charbon, tout d'un coup, se quadruple, la rentabilité des projets de l'énergie durable sera davantage plus importante que celle dans les investissements dans le charbon. Et donc, c'est le cadre aussi qui définit, et c'est nous qui définissons ensemble le cadre dans lequel on travaille. Et c'est pas seulement non plus par mettre des prix, c'est aussi par développer des outils qui permettent à redéfinir et à être plus précis sur le risque qui est vraiment dans des investissements nouvelles. Des investissements nouvelles, il y a toujours un prix plus élevé, mais un prix de 26% d'intérêt pour la réalisation d'un projet, un projet solaire en Afrique, 26%, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas la technologie solaire qui est tellement risquée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aussi nous aider à tous à apprendre à mieux définir les risques pour ne pas avoir des primes tellement élevées qui, en fait, rendent ces investissements qui sont durables, qui sont profitables, mais qui, à cause du taux d'intérêt, n'ont pas cette rentabilité, n'ont pas cette performance et qui sont pour ça un domaine moins intéressant pour des mutuelles ou pour d'autres investisseurs pour y mettre leurs fonds. Donc c'est nous qui définissons le cadre ensemble et on peut aussi faire des choses pour l'améliorer, même si on n'a pas un gouvernement mondial, le parfait ne sera pas là, mais on peut améliorer le cadre dans lequel nous faisons nos choix.
J'ai l'impression que ça répond à une autre question que je voyais, alors qu'il était un peu plus haut, disant que est-ce que ces enjeux sociétaux sont finalement compatibles avec un modèle capitaliste. Je ne vois plus la question, elle était un petit peu plus haut. Avec un modèle capitaliste focalisé sur le bien privé. Voilà, c'est ça là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça répond un peu à ce que vous dites. La réglementation, finalement, permet d'orienter... Oui, donc ça dépend vraiment, je pense, mais ça c'est aussi une orientation politique, bien sûr, mais je crois que le gouvernement a la responsabilité de mettre les cadres au marché et d'utiliser aussi la force du marché. Il y a un marché privé qui a une force énorme, mais c'est très important que le gouvernement dirige le marché dans le sens qu'elle met les cadres et qu'elle assure une répartition des coûts qui correspond à ceux qui ont en fait évoqué ces coûts. Hein, ça, c'est quelque chose de très normal aussi dans le marché. Ouais. Et en fait, c'est ça qu'on n'a pas fait dans le passé. Avec les coûts environnementaux, n'ont pas été alloqués à ceux qui l'ont provoqué. Et si on arrive à mieux le faire, par un prix de charbon, par des réglementaires, mais aussi par des outils qui nous permettent de mieux comprendre quelles sont les possibilités, quelle est la rentabilité, on peut déjà faire de très, très grands pas. Et c'est nous qui définissons le cadre ensemble. Et ce qui implique énormément de résistance, j'imagine aussi à la fois de la société privée, mais à la fois entre les États, d'énormes résistances pour ce changement de modèle. Les sociétés privées sont moins résistantes à cela que vous ne penseriez peut-être. Donc, quand j'étais en gouvernement, j'avais des sociétés qui venaient me voir, me disaient « Donnez-nous une règle ». Puisque comme ça, on sait que tout le monde est tenu à la même règle. Donnez-nous le cadre dans lequel on peut faire nos choix, puisqu'on aimerait bien faire des choix qui sont beaucoup plus orientés vers le futur, mais le cadre actuel nous empêche de le faire. Et donc, il y a absolument un espace pour les gouvernements de réétablir, de redéfinir le cadre, et ça aidera tout le monde. J'aurais une autre question sur les GAFAM et les BATX, donc les sociétés de technologie, les très grandes sociétés de technologie américaines, chinoises. Elles ont énormément de pouvoir financier, en effet. Est-ce qu'elles sont engagées dans la finance durable ? Alors, comme ce sont des entreprises, je pense qu'elles sont engagées au moins dans leur transformation vers la réduction de leurs émissions carbone. Je ne sais pas si la finance durable, c'est quelque chose qui les investisseurs durables s'intéressent à ces entreprises. Je sais elles faisaient beaucoup partie des fonds dits durables, des fonds verts, parce qu'elles étaient moins carbo-intensives que d'autres. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, Odile ? Peut-être que vous pouvez répondre. Je pense que ça ferait un débat d'une heure à soi tout seul, puisque ça nécessite une très très grande analyse. D'un côté, on va pouvoir se dire que tout le digital est positif parce qu'il évite tellement de déplacements, il évite tellement de... Et d'un autre côté, quand on regarde d'un peu plus près, on va se dire, ben oui, mais pour avoir tous ces espaces de stockage numérique dans lesquels on va avoir 22 000 fois nos photos de famille qui sont dupliquées, ou des sauvegardes à perpétuité de séries qui apportent une telle plus-value culturelle. Hein. Alors bon, je pense que il y a un vrai sujet de controverse et je ne saurais pas répondre comme ça. Ils font l'objet d'ailleurs de beaucoup de questions d'actionnaires aux assemblées générales. Oui, il faut vraiment creuser les a priori favorables au départ. Je crois qu'on arrive à la fin de notre table ronde. Je vous remercie à tous les quatre pour vos interventions. J'espère qu'elles ont été enrichissantes pour vous tous. Je pense que oui. Merci à tous. François, je vous laisse la parole.